Voilà. Alors, bonjour et bienvenue à la troisième rencontre au coin du feu avec Alexandra Kozelik. Bonsoir. Bonsoir Alexandra. Et qui a écrit La 10e muse aux Forges de Vulcain, son deuxième roman, qui est une évocation de Guillaume Apollinaire, mais une évocation extrêmement intime et extrêmement originale dont on aimerait parler. Donc, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu, dit Pierre. Mais c'est pas grave. Et, et donc, moi, ce qui m'a vraiment happé dans ton roman et absorbé, c'est pas vraiment l'idée d'avoir un livre sur Apollinaire, c'est l'idée de l'aborder dans la présence qu'il a au monde, en fait. Et que la première fois qu'on fait connaissance avec lui, c'est vraiment par la nature et c'est la nature qui ouvre le roman. Et c'est ça qui, moi, m'a fasciné parce que c'est comme une voie ancestrale qui ouvre le roman et qui peu à peu va nous mener à Apollinaire. Et c'est de cette manière-là que j'ai envie de commencer la rencontre, c'est-à-dire de tout simplement de lire la première page du livre, parce que ça dit ton écriture qui est toute chargée de mythologie, qui est toute chargée de symboles. Et donc, voilà, je commence. C'est là, sa serpente, cachée de tous, sous nos pieds, à l'image de ces millions de fourmis qui peuplent les forêts. Ça monte lentement, en silence, comme ces chants que personne n'entend. Les feuilles se gorgent puis éclatent comme un feu d'artifice qui prendrait tout son temps. Fil ténu relié au reste du monde qui monte en cadence jusqu'à l'explosion finale. Bientôt les feuilles bordent l'allée de leurs verres flamboyants et forment une arche protectrice. Alors seulement on la voit, on prend conscience de son éclat. Elle, la taiseuse qu'on délaisse ou abandonne, crie ses invisibles appos. C'est l'heure de sa revanche, de sa révélation. Il est des naissances qui mettent une vie à se réaliser. Il lui aura fallu quelques millénaires pour appréhender qui elle était, mais elle est bien là. La nature vibre et apporte aux hommes son abondance. Chaque arbre de chaque rue, de chaque pays, sur chaque continent, porte ses fruits, fiers et triomphants, comme ces mères qui offrent leur sein à leurs enfants. Ils attendent qu'on cueille leurs fruits juteux, et leurs branches, alourdies de ces réussites, tombent et forment au sol un tapis nourricier. Les hommes se penchent, acclament cette terre, mais maintiennent dans leurs yeux la surprise de ce spectacle en plein hiver. Moi, je connais la genèse de ce prodige, mais j'en garde jalousement le secret. Peut-être est-il temps, maintenant, de tout vous expliquer. Alors, dans ce prologue, on devine la structure du roman qui est articulée comme un mystère, comme une quête en fait. Et les souvenirs vont venir des arbres. Bon, l'inspiration vient des arbres en fait. Dès l'ouverture du roman, on a un héros qui grimpe dans un arbre au cimetière du Père-Lachaise. Et c'est là vraiment que Guillaume Apollinaire commence à s'immiscer dans sa vie. Et j'aimerais savoir comment t'es venue cette première image déjà. Alors, c'est la première image du roman, donc c'est le prologue, mais c'est pas, j'ai pas commencé le roman par cette image-là. J'ai commencé le roman par les muses d'Apollinaire, les muses ou les amies d'Apollinaire. Et je devais avoir une cinquantaine de pages autour des portraits d'Apollinaire. Et après, finalement, j'ai commencé, à ce moment-là, j'avais déjà écrit À crier dans les ruines, mais il n'était pas publié. Et quand j'ai commencé les corrections avec David, avec mon éditeur, j'avais déjà écrit les portraits concernant les amis et les muses d'Apollinaire.
Et puis ensuite, une fois que j'ai terminé les corrections avec David, je pense que quand on termine les corrections, on sait qu'on est arrivé au bout de quelque chose, que ce livre-là est terminé, mais en même temps, j'avais un manque en moi, j'avais un vide finalement que je n'avais pas réussi à combler encore avec À crier dans les ruines, notamment autour de la nature. La nature est très présente dans À crier dans les ruines, enfin, pour moi elle est très présente. Et, et là, je me suis dit, avec À crier dans les ruines, tu lui as pas encore donné la place qu'elle devrait avoir. Et donc, quand j'ai repris justement ces portraits d'Apollinaire, autour d'Apollinaire que j'avais écrits, j'avais d'un côté les portraits autour d'Apollinaire et cette envie de travailler la nature, de travailler autour de la nature. Et donc, j'avais deux matériaux et j'avais très envie de les fusionner en quelque sorte. Et après, j'ai retravaillé le synopsis puisque ce que j'avais ne convenait plus avec ce que j'avais fait auparavant. Mmh. Et après avoir fait le synopsis, j'ai écrit justement ce prologue-là puisque je savais là où j'allais arriver. Voilà. Et comme je savais où j'allais arriver, donc il fallait que je mette tout en place sans que ça se voie non plus. Annoncer quelque chose, mais le taire en même temps. D'accord. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant entre tes deux romans, en fait, c'est que il y a, dans Un crier dans les ruines, tu faisais un voyage jusqu'à la nature, en fait. C'était un voyage pour retrouver la nature. Et là, c'est presque une continuité. Ça s'inscrit dans une continuité. Et c'est comme si tu avais poursuivi l'écriture et qu'au bout de À crier dans les ruines, tu avais retrouvé Apollinaire, en fait. Oui, c'est exactement ça. En fait, quand j'ai terminé les corrections d'À crier dans les ruines, donc j'ai changé la fin, parce que la fin d'À crier dans les ruines n'était pas celle-ci. Et quand j'ai terminé, quand j'ai réécrit, quand j'ai écrit plutôt ce prologue, après l'avoir écrit, je l'ai forcément relu. Et en le relisant, je me suis dit, mais en fait, c'est la suite. Ça peut être la suite, enfin pas vraiment la suite, mais ça peut être la continuité de ce qu'on voit à la fin dans À crier dans les ruines. Donc là, c'était assez. Moi, je trouve. Enfin, la continuité, je trouvais que c'était joli, en quelque sorte. C'était un symbole qui était là. Et puis après, finalement, j'ai déroulé mon histoire. Mais oui, tu as tout à fait raison, il y a une continuité entre les deux. Et est-ce que, en fait, tu vois l'écriture comme quelque chose d'ininterrompu, en fait? Oui, en fait, là, celui-ci, enfin, dans celui-ci, je travaille autour de Florent et d'une certaine folie, parce qu'il sombre dans quelque chose et il n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qu'il fait. Il ne sait pas si la réalité est vraiment celle qu'elle est ou si l'étrange arrive dans sa réalité. Et donc, je traite de la folie. Et là, dans le prochain que je travaille, il y a ça aussi, il y a cette folie qui était un petit peu là dans le deuxième, qui va prendre peut-être, enfin même pas peut-être, mais qui va prendre de l'importance dans le troisième. Donc oui, c'est une continuité, c'est un peu comme un canevas, donc on reprend un motif, puis finalement ce motif-là, hop, on le reprend, et puis c'est l'étymologie du livre, hein, qui est de lier, enfin le texte, pardon, le textus, qui est de relier les choses entre elles. Donc là, c'est la même chose, c'est un tissage. L'écriture est aussi un tissage entre le premier, le deuxième, le troisième, et puis après, voilà. Enfin, c'est comme un tapis, finalement, un tapis de livre. Et je crois savoir que Guillaume Apollinaire était une passion de toujours pour toi en plus. Donc c'est reprendre à l'origine aussi. Oui, ouais, ouais. C'est vrai qu'on m'a demandé pourquoi Apollinaire. Alors, Apollinaire, pourquoi Apollinaire? Alors déjà parce que effectivement, c'est un poète que j'ai connu quand j'étais en première, à travers le recueil Alcool, en première L donc. Et j'ai adoré ce recueil-là parce que c'était
entre Alcool, en fait, c'est le dieu de l'ivresse, c'est Dionysos qui est là, et Apollinaire, c'est Apollon. Et Alcool, c'est la réunion, la réunification des deux entre le côté solaire, Apollon, je vais gagner, je suis là, voilà, et le côté complètement débridé de Dionysos. Et Apollinaire, enfin, dans ses poèmes, on voit très bien que celui qui gagne, c'est pas Apollon, mais c'est Dionysos. C'est Non, Dionysos qui... c'est que du dionysiaque, justement, parce que Apollon, c'est vraiment l'ordre et l'harmonie, c'est les proportions et tout, et Apollinaire, c'est l'irruption presque du désir et du chaos et C'est ça. de tout ce qui Donc, est incontrôlable, en fait. c'est ça. Et dans Alcool, alors jusqu'à Alcool, finalement, je lisais une littérature qui était un peu enfantine en quelque sorte. Et c'était de l'identification. Alors que là, avec Apollinaire et Alcool, j'ai vraiment comme une sorte de révélation en me disant, bah ouais, mais en même temps, on peut avoir quelque chose de, de, comme un duo en nous, une dualité en nous, et elle peut coexister. C'est pas grave en fait. On n'est pas forcément que bon ou que mauvais. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé Alcool d'Apollinaire. Et après, quand j'ai passé le concours pour enseigner, on tire au sort deux textes. Donc c'était soit Montaigne, un extrait de Montaigne, soit un extrait d'Alcool d'Apollinaire. Alors Montaigne, c'est pas à apprendre du tout parce qu'on fait du paratexte. Enfin, c'est basique. Enfin, alors qu'Apollinaire, voilà, je me suis éclatée. Bah, il y a déjà tout dans Montaigne. Il y a pas grand-chose à... C'est Voilà. ça. Ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que le sujet de ton roman, c'est pas vraiment Apollinaire, c'est l'effet qu'il fait. Et c'est la trace qu'il a laissée. C'est-à-dire que les souvenirs affleurent. Et il a comme hanté le monde et hanté la nature. Et l'intéressant, c'est que ton héros, c'est une forme d'innocent, en fait. Il n'est pas proche de la poésie, il en a lu il y a très longtemps quand il était au lycée. Enfin, il est étranger à tout ça et finalement, ça le frappe, mais comme la foudre, quoi. Et je pense que, en fait, c'est la passion littéraire qui le frappe comme une passion amoureuse. C'était Tout pas à fait. prévu, mais c'était là, c'était partout. Et au bout Mm. d'un moment, bah, il y cède, quoi. Et en fait, ton roman, c'est l'histoire de cette obsession-là, quoi. Tout à Et fait. est-ce que tu peux développer sur ce thème de l'obsession pour l'art, justement, qui préside au destin de Florent, finalement, comme une surprise? Ouais. Alors là, je pense aussi, tout à l'heure, tu faisais un lien entre les deux œuvres. Je pense qu'on peut faire un lien entre Léna et Florent. Parce que Léna, quand elle... Léna, qui est l'héroïne de À crier dans les ruines, si vous ne oui, l'avez pas. c'est ça. Donc Léna, quand elle part de Pripyat et qu'elle s'installe en France, comme ses parents lui disent maintenant on oublie tout, et on ne parle plus de l'Ukraine, on ne parle plus de nos proches, elle se reconstruit grâce à la littérature. Et là, finalement, ce héros-là, il est déjà construit. Donc, on ne part pas de quelqu'un qui est déraciné, on parle de quelqu'un qui s'est construit d'une certaine façon et qui arrive à un certain âge de sa vie où il se dit, ben, finalement, je suis pas forcément, je ne sais pas forcément qui je suis et quelle place j'occupe. Il a poursuivi une sorte de ligne droite et sans trop se poser de questions, puisque son père, lui disait bah, tu fais ci ou tu fais ça. Il avait une voix Et toute il a. tracée, quoi, vraiment. De quoi? Il avait une voix toute tracée, vraiment. Oui, c'est ça, oui, oui. Bah, je pense on est assez nombreux à pas forcément se poser de questions sur la vie qu'on va mener. Finalement, comme si tout roule, ben, on la poursuit. Et puis, à un moment donné, ben, il y a un élément perturbateur qui va lui dire, enfin un grain de sable, qui va lui dire, ben, mon coco, peut-être que c'est pas forcément, peut-être que ta voix n'est pas forcément celle que tu es en train de faire, d'avoir. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on commence par une vie un peu, je dirais pas banale, mais un peu commune, disons, concrète. Et en fait, le
la motivation du récit, c'est l'irruption du merveilleux, l'irruption du fantastique. Et c'est vraiment le fantastique et la poésie qui imposent son intuition au réel. C'est comme s'il s'aventurait dans un rêve, c'est comme s'il traversait le miroir, en fait. Tout à fait, ouais. Ouais. En fait, effectivement, la narration, elle va crescendo. C'est-à-dire qu'au début, c'est un simple rêve, et puis bon, il n'y pense pas forcément. Et puis après, dans la réalité, il va se mettre aussi à avoir une fascination pour Apollinaire, qu'il n'avait pas auparavant. Et puis, il va un peu délaisser ses études. Et puis, petit à petit, il va rêver de plus en plus, voire même avoir des hallucinations. Et donc, c'est une passion qui est dévorante, tout à fait. Ouais. Mais ça, en fait, j'ai aimé construire le personnage de Florent parce qu'il y a à chaque fois une explication qui peut être rationnelle. C'est-à-dire que il y a des choses qui font que Florent, il peut effectivement rêver, rêver de cette façon-là. Et même dans la réalité, il peut y avoir aussi à chaque fois une explication réelle, rationnelle. Et puis, il y a aussi une explication qui est complètement surnaturelle qui est là. Donc, les deux cohabitent. Et normalement, enfin, ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement que le lecteur doute à chaque fois. Voilà. Donc, ça va crescendo. Oui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est rare que le lecteur se trouve exactement dans le même état que le personnage principal. C'est-à-dire, il est déstabilisé de plus en plus et on est comme dans ces contes de Maupassant, je ne sais pas si vous les connaissez, mais les histoires extraordinaires d'Edgar Poe, qui partent toujours d'un postulat très réaliste et très terre à terre. Et petit à petit, c'est l'extraordinaire qui s'invite et c'est l'imagination au pouvoir, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Et alors après, ce que je voulais montrer, c'est pas, enfin, il y avait, parce que dans le fantastique, il y a, dans le fantastique, on va trouver, comment je pourrais expliquer ça? C'est-à-dire qu'à la fin d'un conte, la réalité, elle a changé, mais en moins bien. C'est-à-dire qu'on est toujours sur le doute. Alors que là, dans mon roman, je voulais pas qu'on reste sur un doute, mais qu'on ait une explication. Et que finalement, ce côté fantastique euh, donne une autre couleur à la réalité. Comme si la réalité et le fantastique ne faisaient qu'un. Voilà. Enfin, c'était pas, c'était finalement, le fantastique est là pour avoir comme une réalité augmentée, comme si on mettait des lunettes avec le prisme, alors soit fantastique, soit David dirait réalisme magique, mais d'avoir ce prisme-là et de voir finalement la réalité différemment. Là, c'était le but de cette histoire. C'est le but de cette histoire. C'était le but parce que en fait, on a tous eu ces expériences, particulièrement quand on se balade dans Paris, en fait. Et on se balade dans une ville de fantômes. On se balade dans une ville qui est hantée par Baudelaire, Rimbaud, enfin selon vos obsessions, ça va varier. Mais et par Apollinaire. Et là, pour Florent, bah, il est envahi par Apollinaire et il est vraiment. C'est un roman qui est comme une maison hantée en fait, mais c'est un personnage qui est hanté. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais que le lecteur était aussi comme le personnage principal. Et j'ai pas mal de lecteurs qui me disent qu'ils connaissent pas forcément. Alors, au début, ils avaient un peu peur qu'Apollinaire, justement, enfin, ils connaissent pas Apollinaire parce qu'ils ne lisent pas de la poésie et ils avaient peur d'être perdus. Et quand ils referment le roman, ils me disent, mais en fait, je vais retrouver ou je vais acheter des recueils d'Apollinaire parce que j'ai envie de connaître justement sa poésie. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que le lecteur, lui aussi, il sait pas forcément, il est dans la position de Florent, il ne sait pas qui est Apollinaire, donc il découvre Apollinaire via ses proches ou ses amoureuses. Et après, quand il referme, il a envie de poursuivre le voyage. Et ça, pour moi, c'est le plus joli des compliments. Parce qu'il y aura forcément des lecteurs qui adorent Apollinaire, donc ils vont déjà avoir cette connaissance-là. Donc là, c'est super, s'ils me suivent, c'est pareil aussi. Mais quand un lecteur me dit, je vais chercher, je vais prendre mon escabeau et puis je vais prendre le recueil de poèmes qui est tout en haut de ma bibliothèque que je n'ouvre jamais parce que j'ai envie de lire la poésie, ça, je trouve ça très touchant.
Mais tu sais, c'est très logique en même temps parce que tu es loin d'avoir écrit une biographie universitaire ou analytique ou à l'anglo-saxonne, tu sais, qui prend tous les ancêtres d'Apollinaire, tous ceux qui l'ont connu, heure par heure. Enfin, c'est ça qui se fait beaucoup, en fait. Et toi, vraiment, la manière dont Guillaume fait irruption dans la vie de Florent, il fait irruption par flash, en fait, par rêve, par, et surtout, c'est par les gens qui l'ont connu. Le premier flashback qu'on a, qui je trouve est absolument bouleversant, c'est celui de Pablo Picasso, dont, corrige-moi si je me trompe, il est le seul homme à intervenir dans le... Il y en a un deuxième, il y a un soldat aussi. Ah, il y a un Il y a seul, un... ah oui, c'est vrai. Mais en fait, cette scène est magnifique. Je ne vais pas la lire parce qu'elle est un peu longue. Mais, mais c'est Pablo Picasso qui suit le cortège de Guillaume Apollinaire le jour de ses funérailles. Et le jour de ses funérailles correspond avec l'armistice de 1918, c'est ça? Où, où on crie dans les rues Abba Guillaume, en faisant référence au Kaiser allemand. Et on s'aperçoit d'emblée, par l'intermédiaire de Picasso, que tu campes également. On entend les pensées de Picasso qui se souvient de cet ami qu'il a aimé passionnément, avec qui c'était quasiment une relation fusionnelle, quoi. Ils ont fait les 400 coups ensemble, ils s'adoraient, et on voit que ça sera une version de Guillaume Apollinaire qu'on connaîtra par ceux qui l'ont aimé. Et je trouve que Picasso, qu'on a souvent dépeint comme un monstre, comme un ogre un peu, qui dévorait ses muses, et là, d'un seul coup, on a un Picasso tendre avec cet ami dont finalement il n'aura jamais fait le deuil. Et j'aimerais bien que tu me parles de cette relation de Picasso et d'Apollinaire qui est magnifique, je trouve. Ouais. Donc en fait, tu as raison, effectivement, c'est pas une biographie d'Apollinaire. Tout simplement parce que ça existe déjà et il y en a des très bien. Je peux conseiller celle de Laurence Campa. Elle doit faire 1500 pages. Et, euh, et en fait, le but, c'était de faire autre chose que ce qui existait déjà. Et donc, j'ai lu différentes biographies. Et ce qui est intéressant déjà, c'est de voir que le biographe, il a un angle de vue, c'est-à-dire qu'il raconte, même si il raconte effectivement, certaines choses sont les mêmes, c'est normal, mais il y a quand même un angle d'attaque qui est différent selon les biographes et selon les époques. Donc ça, c'était très rigolo à voir, très intéressant. Et, ce qui me plaisait avant tout, c'était de prendre en fait certaines parties de la vie d'Apollinaire et de combler le vide qu'il y avait entre un biographe va raconter les faits. Eh bien, je me mettais à la place justement d'Apollinaire pour savoir comment il avait ressenti ça ou comment il avait pu vivre ça. Et donc ça, c'est des choses que j'ai complètement inventées. Mais pour moi, elles me paraissent cohérentes avec ce que j'ai pu lire d'Apollinaire. Et donc, quand je faisais des recherches autour d'Apollinaire, j'ai vu qu'effectivement, il avait une relation assez fusionnelle avec Picasso. Ils ont fait, effectivement, comme tu l'as dit, les 400 coups. Et, euh, et en fait, j'ai appris que Picasso, la veille de sa mort, avait demandé des nouvelles de Guillaume Apollinaire, alors que Guillaume Apollinaire était mort depuis 40 ans, je pense, 40 ou 5, 40 ans. Ouais. Et j'ai trouvé ça touchant. C'est-à-dire à la veille de sa mort, enfin, il était déjà effectivement mourant, il a demandé des nouvelles de son ami. Donc ça voulait dire que euh, je pense que quand on meurt, tout ce qui est futile disparaît. Il ne reste que l'essentiel. Et à ce moment-là, l'essentiel, c'était Guillaume Apollinaire. Et comme c'était Guillaume Apollinaire, il fallait que je fasse parler. Il fallait que je fasse parler Picasso. Et donc, là aussi, c'était pas non plus faire parler Pablo Picasso, l'artiste. C'était faire parler l'homme. Et l'homme qui vient de perdre finalement On a son, ça presque. son confident, son double, et donc, voilà, j'ai imaginé cette scène de Pablo Picasso qui suit le corbillard. Et l'émotion de cette scène est tellement puissante
pour le héros qui va la ressentir dans sa chair, dans une espèce d'ivresse, que ça va faire basculer le réel. Il va voir le pari d'Apollinaire qui va prendre le pas sur le sien quasiment, qui va se superposer à son expérience du monde. Et c'est vraiment quelqu'un qui tombe amoureux d'Apollinaire et qui voit Apollinaire partout, mais comme un amant verrait sa maîtresse un peu partout. Et c'est C'est ça. vraiment un roman d'amour en même temps. Ouais. Mais en fait, je pense quand j'ai commencé à travailler autour d'Apollinaire, je ne connaissais pas l'homme, je connaissais seulement l'artiste à travers ses poèmes. Et quand j'ai commencé à lire des biographies, je pense que moi aussi, en fait, je suis tombée amoureuse de l'homme, euh, en plus de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste, déjà, me fascinait énormément. Et là, je découvrais un homme différent aussi de celui que je pouvais imaginer quand je lisais ses poèmes. Parce que ces poèmes sont très... alors, il y a une mélancolie, effectivement. Il y a aussi un côté qui peut être aussi grivois ou très érotique. Il y a un côté aussi solaire, c'est-à-dire que même à la guerre, il écrit il transforme, il métamorphose ce qu'il voit. Et, et quand j'ai lu les biographies, j'ai appris forcément sa jeunesse, comment il vivait avec sa mère, avec son frère. Et j'ai été finalement beaucoup plus touchée par cet homme et j'ai relu après ses poèmes différemment. Par le prisme de presque de l'enfant et de l'adolescent que tu avais découvert en fait. Oui, c'est ça, complètement. Et je pense que Florent, c'est un peu la même démarche, c'est-à-dire que là aussi, il apprend à connaître l'homme à travers les rêves, et puis, enfin, la nuit, et dans la journée, il lit ses poèmes. Et donc, il apprend vraiment à connaître et l'artiste et l'homme, et à avoir même un intérêt, en quelque sorte, pour lui-même, c'est-à-dire se connaître lui-même. C'est ça parce que c'est avant tout une quête initiatique, puisque chaque réminiscence et chaque personnage de la vie d'Apollinaire vient lui apprendre quelque chose sur lui-même, vient lui faire un effet sur lui-même. Ça peut lui inspirer le désir quand on évoque Lou, ça peut lui inspirer l'atelier d'un peintre quand on évoque Marie Laurencin, et ça peut lui évoquer sa mère aussi, quand on Oui, évoque la mère d'Apollinaire. Donc il y a une espèce de correspondance permanente entre le présent et le passé. Et on s'aperçoit petit à petit en lisant ton livre que le temps ne passe jamais, tout que à le fait. passé est toujours là autour de nous et qui conspire pour qu'on s'en rappelle. Alors ça, c'est quelque chose que... Alors David me disait que c'était quelque chose que j'avais déjà utilisé dans Un crier dans les ruines. C'est-à-dire que la période où Léna part de Pripyat et la période où elle revient à Pripyat, il y a 20 ans qui s'écoulent et finalement, il passe comme si c'était quelques semaines en quelque sorte. Comme si finalement le temps était suspendu et qu'elle pouvait de nouveau après reprendre vie quand elle retourne à Tchernobyl. Et je pense qu'il y a un truc comme ça aussi que j'ai avec le temps, c'est-à-dire que peu importe, la relativité du temps, je n'apprends rien. Hein. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'une centaine d'années pour la littérature? C'est-à-dire qu'un message peut nous parvenir et nous changer, même 100 ans après, même après 1000 ans. Voilà, c'est quand quand certains élèves tombent amoureux d'Homère, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a un Exactement. message qui vient du passé et qui vient comme si, pouf, il avait été écrit pour eux, là, présentement, enfin aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi enfin, de toute façon, euh, c'est ce que je montre aussi à mes élèves, c'est-à-dire que la littérature, c'est pas, j'ai pas envie de leur poser des questions sur alors qui est l'auteur, qu'est-ce que vous voyez, quel est le temps là, quel est le champ lexical. En fait, on a besoin de faire vivre la littérature. Et donc, à chaque fois, la première question que je leur pose, c'est qu'avez-vous ressenti? Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on lit Apollinaire, qu'avez-vous ressenti? C'est la Donc, question que tu poses en permanence à ton héros, quelque part.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, finalement, oui. Mais je crois que de toute façon, quand on écrit, on ne peut pas tricher non plus. On passe tellement de temps, on passe 2 ans, 3 ans à écrire, donc on va remuer en fait certaines choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, pas forcément consciemment. Mais là, on va les mettre par écrit, et puis après, on va se dire, ah oui, tiens, effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. Le temps, ça revient souvent. La littérature, ça revient souvent. C'est Tout ça. à fait. Et en fait, dans cette correspondance des temps, tu rends, tu rends le passé presque plus présent que l'actualité, quoi, en fait. Et Ouais. parce que au fur et à mesure de l'histoire, on voit se matérialiser quasiment devant Florent des personnages de la vie d'Apollinaire. Il a des hallucinations, mais des hallucinations très fortes. Mm. Et alors, c'est vrai que en fait, ce que tu dis là, c'est marrant parce que je m'en étais pas rendu compte, mais Florent, qui est un peu éthéré, il est un peu évanescent, il n'arrive pas trop à prendre pied face à la réalité. Et à côté de ça, on a effectivement des muses ou des amis d'Apollinaire qui, eux, sont pour le coup bien présents. Donc effectivement, ouais, il y a un contrebalancement là, ici entre le présent et le passé. Ouais. Mm. Exactement. En fait, les épisodes avec les gens qui ont traversé la vie d'Apollinaire sont beaucoup plus incarnés finalement que Florent. Il ressemble à une âme qui cherche son corps, en fait. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Très platonicien, quelque part. C'est bizarre. Bah, en fait, c'est le souvenir qui donne son sens à tout. Et oui, Là, on est proche de Proust, quasiment. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Parce que vraiment, c'est. En fait, on a. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la structure de Citizen Kane, où en fait, on brossait le personnage de Ken à travers tous ceux qui l'ont connu. Et on avait une espèce de version éclatée du personnage avec bah, toutes les versions qu'il a été, avec les différentes personnes qui l'ont connu. Et en fait, là, avec Apollinaire, c'est la même chose. On a la version d'Apollinaire tel qu'il était avec sa femme, tel qu'il était avec sa maîtresse, tel qu'il était avec ses amis, tel qu'il était avec ses muses. Et petit à petit, je me suis dit, mais est-ce que notre vérité est peut-être la somme de nos mensonges, finalement, la somme de nos reflets dans les yeux des autres? Ouais, ouais, c'est vrai. Bah oui, en fait, c'est exactement ça. J'ai voulu faire. Bon, alors après, ça correspondait aussi avec Apollinaire, qui a reçu un éclat d'obus dans la tête, c'est-à-dire qu'il a une tête éclatée. Et donc, bah, pourquoi pas faire des portraits éclatés aussi d'Apollinaire, hein, tout simplement. Et donc là, oui, quel est finalement le véritable Apollinaire entre Lou, Marie Laurencin, Annie, puis Pablo, enfin voilà, il y a un portrait qui se dresse, effectivement. Après, j'aurais pu en brosser d'autres, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le rapport qu'il avait avec la nature, qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs dans les biographies. Non? Euh, et c'était ça que je voulais vraiment mettre en avant. Oui. Et c'est ça qui prend le pas, en fait. C'est ce crescendo que tu organises pendant tout le roman. C'est à quel point il a laissé sa trace dans la nature, dans les arbres, dans les forêts où il jouait quand il était enfant avec son frère, par exemple. Mhm. C'est des souvenirs qui sont vivaces parce ils ont été aussi vécus par les arbres qui les environnaient. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, quand j'ai lu la première bio que j'ai vu justement cet épisode de Stavelot. C'est-à-dire qu'il y a 2 enfants, donc Albert, qui est le frère de Guillaume Apollinaire, a 17 ans, Guillaume en a 19, donc à cette époque-là, ils sont encore mineurs, et ils sont laissés dans une auberge par leur beau-père. Donc le beau-père dit que ce sont des aristocrates russes, et donc il viendra les récupérer dans quelques temps. Mais en fait, après, le beau-père rejoint la mère qui adorait jouer dans les casinos. Et donc, elle délaisse ses enfants. Elle a toujours délaissé ses enfants de toute façon. Et à un moment donné, donc l'aubergiste dit, bah oui, mais il va peut-être falloir me payer quand même. Et donc là, elle envoie un message à ses enfants en disant que bah, il faut qu'ils partent en catimini, donc la nuit. Et ils sont partis donc de Stavelot rejoindre leur mère.
Et ça, pour moi, c'était 2 enfants, ça fait un peu ça fait vraiment compte, hein. Ce sont 2 enfants qui partent et qui traversent la forêt et ils sont tout seuls. Et pour moi, obligatoirement, il s'était passé quelque chose à ce moment-là. Et quand on regarde les poèmes écrits à Stavelot par Guillaume Apollinaire, il y a ça justement. Il y a cette forêt qui les environne, qui est là, qui est magique, qui est merveilleuse. Et, euh, et donc, pour moi, enfin, c'était l'inspiration finalement de Guillaume Apollinaire et toute sa folie poétique, elle venait justement de cet épisode de Stavelot. Pour moi, c'est l'épisode central qui a permis de brosser en fait tout le roman et tous les personnages. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est pas forcément la trace qu'il a laissée dans la postérité, c'est pas ce poète-là. Non, tout à fait. Ouais, ouais. Non, non, tu as raison. Mais alors, avant de vouloir parler de Guillaume Apollinaire, je voulais parler de Lou aussi. Mm. Et Lou, elle est connue effectivement comme la muse d'Apollinaire et elle a un côté un peu, enfin, un petit peu grivois quand même quand on lit toutes les lettres ou les poèmes. Ouais. Mm. Et, euh, et ça, c'est pas quelque chose que je connaissais, par exemple, au lycée, parce que forcément, on va pas étudier ce poème-là. Et donc, j'avais l'image de Lou qui était très épurée, la femme qui inspire. Enfin, voilà, c'était. Et quand j'ai commencé à lire ces poèmes, je me suis dit, ah, bah quand même, voilà. Enfin, c'était une autre image encore du couple. Et puis, j'ai eu très envie de lire aussi les lettres que Lou avait écrites à Guillaume Apollinaire. Dis-moi Et comment tu les as eus, en fait. alors, j'ai cherché sur Internet. Ouais. Et alors, Sotheby's avait vendu une lettre à un particulier. Donc, il y avait il y avait un extrait finalement de la lettre. Et en dessous, je crois que c'était marqué que d'autres lettres étaient parties à l'université de Washington. Et donc, j'ai regardé, Internet est merveilleux, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis. Et j'ai demandé à l'université, donc je leur ai expliqué quel était mon projet, ce que je souhaitais en faire, que ce n'était pas un usage commercial, enfin que je n'allais pas vendre les lettres, et que c'était seulement une matière pour comprendre un personnage. Et là, j'ai reçu 6 lettres, et donc j'ai découvert, enfin, c'est excellent parce que j'étais comme une archéologue finalement qui trouve un trésor. Et, euh, et donc là, j'ai découvert une autre Lou encore. Une Lou qui est beaucoup moins frivole et beaucoup moins éthérée que ce que la postérité a voulu dire. Et, euh, et donc, en fait, c'est aussi ça que je souhaitais montrer dans ce roman-là, c'est l'image que peut avoir un artiste et ce qu'il est réellement. Parce qu'on crée obligatoirement une image autour d'un artiste. On projette des choses sur lui alors que Lou, elle n'a pas forcément voulu être la muse de Guillaume Apollinaire. Et voilà, enfin, c'était aussi montrer finalement, à chaque fois, c'était non pas montrer l'artiste, donc ne pas montrer Guillaume Apollinaire, mais montrer l'homme. Et même chose pour Marie Laurencin ou Pablo Picasso ou Lou, enfin tous les personnages. Et après, c'est vrai que je les ai vraiment traités non pas comme des personnages, comme des personnes connues, comme des artistes, mais vraiment comme des êtres vivants. Parce qu'après, finalement, quand j'ai relu, je ne sais plus quand, je crois que c'est quand je corrigeais avec David, je me suis dit, mais en fait, j'ai quand même fait parler Pablo Picasso. Enfin, et, bon. Mais finalement, c'était pas Picasso, Non, c'était c'est Pablo. pas la statue du commandeur. Non, 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 non. Mm. Et après, en fait, Gallimard a publié les lettres à Lou. Je crois que c'était l'année dernière. Donc là, on peut les avoir voilà, sans passer par Washington. La Lou de ton roman est justement beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus incarnée. C'est pas du tout la créature qu'on trouve dans les poèmes d'Apollinaire, quoi. Oui, non, non, pas du tout. Non, non, c'était pas mon but. C'était pas mon but. Et il y en a une que j'ai beaucoup aimé aussi travailler, c'était Marie Laurencin. Marie Laurencin est très intéressante dans le roman. Ouais, Parce qu'elle ouais, fait ouais, partie des oubliés de l'histoire de l'art ou des méprisés de l'histoire de l'art, en tout cas. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en travaillant sur la bio de Marie Laurencin, là aussi, j'ai été touchée par certaines choses.
Marie Laurencin comme Guillaume Apollinaire sont des enfants naturels. Et donc, ils connaissent pas, Apollinaire ne connaissait pas son père. Marie Laurencin, alors je ne sais pas si c'est son père ou sa mère, mais là, c'était la même chose. Il y avait un manque quelque part. Et pour moi, obligatoirement, c'était deux êtres qui avaient été rapprochés par ce manque-là. Et donc, j'ai voulu travailler autour de cette figure-là. Et d'une certaine manière, enfin, quand on est artiste, on a forcément une dimension de génération spontanée, en fait. Et ces gens qui n'ont pas connu leur mère ou qui n'ont pas connu leur père, ben, ils, ils doivent recommencer de zéro. Ils doivent comprendre le monde en s'inventant des racines quelque part. Oui, c'est exactement ça. En fait, je pense qu'il y a une façon de, quand on a des parents, finalement, on suit, on doit pas, on se pose pas de questions quand on est gamin. On suit finalement sa route telle qu'elle a été tracée. Alors que là, quand il y a un manque comme ça, au départ, que ce soit chez Marie ou que ce soit chez Guillaume, ce manque-là, il doit être comblé par quelque chose. Et donc, ils habitent le monde différemment. C'est-à-dire qu'ils vont prendre possession, le monde qui les entoure, ça peut justement combler ce vide du père ou ce vide de la mère. Donc, il y a une sensibilité qui est complètement différente. Il y a un rapport à la réalité aussi, puisque en fait, la langue qu'ils inventent ou l'art qu'ils inventent est un art pour interroger les dieux quelque part. Oui, complètement. En fait, en gros, c'est de dire la réalité ne me convient pas telle que je la vis là, et donc je vais en inventer une autre. Et comme ça, alors déjà, comme on la façonne, on la modélise, pardon, et ben à ce moment-là, elle devient la nôtre, et on peut habiter cette réalité-là. C'est ça. Et c'est là que, en fait, ben, leur révolution du monde intervient et puis que le merveilleux intervient aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas des souvenirs pour se rattacher à quelque chose de concret, à des origines concrètes. Et d'un seul coup, c'est là que le réalisme magique dans ton roman explose, en fait. On le comprend paradoxalement quand on rencontre la mère d'Apollinaire. Ah, Quand on rencontre cette femme qu'il a abandonnée, on comprend même ses raisons, on assiste même à sa naissance, enfin, et, euh, et c'est là qu'on se dit, c'est là que la graine est plantée, en fait. C'est là qu'il va devoir connaître un monde plus grand. ouais, ouais. Bon, après, en fait, quand j'ai fait parler la mère d'Apollinaire, il n'y avait pas non plus. Parce que là aussi, on la voit comme une femme, là aussi, très élégante, euh, qui aime le beau monde, qui aime l'argent et qui n'a pas du tout d'instinct maternel. Et je ne voulais pas accabler non plus cette femme-là, parce qu'elle a sûrement des raisons aussi d'abandonner ses enfants. Et, euh, et donc, effectivement, oui, comme tu dis, je pense que là, quand la mère se détourne, par exemple, Albert, donc le frère ou demi-frère d'Apollinaire, a été abandonné et après a été adopté. Enfin, adopté. Sa mère l'a reconnu quand il avait 5 ans. Et donc, de 0 à 5 ans, c'est quand même long, cette reconnaissance. Et, euh, et pour moi, oui, c'est-à-dire que quand elle se détourne, il faut bien inventer autre chose, il faut bien s'inventer une mère en quelque sorte, même si c'est une mère qui n'est pas réelle. Et au fond, on le voit réinventer le monde avec ses amours, avec ses poèmes, pour le réenchanter avec ses fascinations, pour se réinventer une cohérence quelque part, en fait. Et un peu comme, finalement, ça fonctionne vraiment en parallèle avec la trajectoire de ton héros, Florent, qui doit retrouver une cohérence à son monde qui a été complètement bouleversé par l'irruption d'Apollinaire. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Alors bon, Florent, il est quand même traumatisé par la mort de son père. Et en même temps, on le prend à une période de sa vie où il est en congé de formation, donc il n'a pas un métier qui l'accapare la journée. Et à ce moment-là, peut-être que c'est
à cette période-là que justement la graine va pouvoir pousser et lui montrer quelque chose. Hein. C'est ça. Parce que en fait, dans la quête de Florent, on trouve une figure du héros classique. C'est bête que David soit pas là parce qu'il nous parlerait de Joseph Campbell et on en aurait pour longtemps. Mais, euh, mais en fait, c'est presque une quête du Graal dans laquelle il se lance. C'est vraiment un livre qui est fait en forme d'enquête à la recherche de Apollinaire, à la recherche de sa vérité à lui. Et c'est presque une feuille vierge en fait. Il a pas de notion de ce dans quoi il s'aventure, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui, ouais, c'est ça, effectivement. Et c'est vraiment, et c'est lui qui doit se convertir à Apollinaire, tout comme le lecteur doit faire connaissance avec Apollinaire. C'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais, Tu livres des éléments. En fait, c'est très malin parce que tu livres des petits indices, des petits flashs de vie d'Apollinaire et on a toujours envie de le continuer, en fait. Donc, c'est pas étonnant que les gens me disent qu'ils ont envie de se plonger dans Apollinaire parce que bah, on n'en a eu que des flashs, en fait. ben oui. Diabolique comme structure. Oui, mais après, sinon, ça aurait fait un gros, gros livre quand même, là. Hein. Oui, c'est vrai. Mais voilà, tu aurais pu faire 10 tomes de cette histoire. Mais c'est ce qu'il y a de très beau, en fait. C'est que, en fait, bah, ce héros-là, c'est presque une page blanche qui cherche à se remplir et Oui, qui cherche à combler les vides de sa vie avec le sens que lui donne Apollinaire et le sens qu'il va trouver au monde finalement, parce que finalement, ça va dépasser de beaucoup Apollinaire. Tu vas aller vraiment au bout de ton geste et aller dans quelque chose de totalement mythologique et de totalement mystique qui va devenir une sorte d'épiphanie écologique, je dirais. Et comment tu t'es autorisé ce crescendo vers quelque chose, vers un final un peu fou, il faut bien le dire. et ben, je crois que c'est David qui... Parce que effectivement, quand euh, le scénario, enfin le synopsis, il a été bougé pas mal de fois, en fait. Et donc, cette dernière partie, elle était là, mais en même temps, quand j'écrivais les passages de Florent, je savais là où j'allais arriver, mais en même temps, je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir déjà y arriver avec le matériau que j'avais avec Florent, savoir si finalement j'allais réussir. Ça, c'était un défi. Et j'en ai parlé à David. Justement, À crier dans les ruines venait de sortir. Et on discutait lors d'un dîner. Et il me dit alors, parle-moi de ton deuxième. Et là, je lui dis, écoute, alors je lui ai parlé c'était des bribes à ce moment-là parce que rien n'était vraiment construit. Enfin, c'était encore assez évanescent. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas si je vais réussir, si je vais réussir à le faire. Et il m'a dit, mais écoute, tu poursuis ton geste. Et à ce moment-là, une fois que tu auras fini ton geste, eh ben, on regardera ensemble si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et le fait qu'il me dise, poursuis ton geste, je sais pas, je trouve que c'était effectivement une belle chose de ne pas interrompre quelque chose, mais plutôt de le terminer et puis de voir à ce moment-là si c'était cohérent, si c'était plausible, si c'était vraisemblable, enfin pas vraisemblable, mais si c'était plausible avec le reste. Et, euh, et je pense que quand un éditeur fait confiance comme ça, parce que de toute façon, il m'a dit, j'ai déjà publié, enfin j'ai déjà reçu un manuscrit où c'était que des poèmes éparses épars, pardon, et il a fallu le transformer en roman. Et on a réussi. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, si cet éditeur-là, il s'est transformé un recueil de poèmes en roman, je peux effectivement terminer mon geste comme je le souhaite. Et à ce moment-là, eh ben, au moment où on devra le retravailler, il pourra me donner les armes pour le faire. Et donc, j'ai poursuivi mon geste. Et je l'ai poursuivi en gros, avec la confiance de mon éditeur. Et je pense que quand tu es en plein travail et que tu as
une personne, un éditeur ou même d'autres personnes, des amis ou des proches qui te regardent avec ce côté, allez, vas-y, fonce, vas-y, donne tout, et bah, tu donnes tout. Parce que bah, tu as envie aussi de te dépasser, tu as envie aussi de leur faire plaisir, tu as envie de montrer finalement de quoi tu es capable. Et donc, effectivement, cette dernière partie, je l'ai écrite. Alors, moi, j'écris très lentement, mais cette dernière partie-là, elle est sortie très rapidement. On sent comme un barrage qui lâche, en fait, à ce moment-là. Ah, mais en Et fait, ouais, c'était vraiment un véritable plaisir pour moi. ouais, J'étais j'étais bien, voilà. on J'étais, sent une forme de transe hein, quand on te lit. Enfin, c'est flagrant que d'un seul coup, c'est presque la poésie d'Apollinaire qui montait, qui montait, qui montait pendant tout le roman, qui a pris le contrôle, quoi. Mais c'est vrai que c'est. Alors, alors, les lecteurs me disent qu'effectivement, c'est une partie très poétique, très onirique, que la langue est belle. Il y a certains lecteurs qui relisent certains passages. Et, mais je pense que c'est le sujet aussi qui permet ça. C'est-à-dire que quand tu traites de la mythologie ou quand tu traites de la poésie, ben, tu es au plus proche finalement des mots et tu as envie aussi qu'il y ait une coloration dans la façon d'écrire. C'est ça. Et au final, c'est vraiment écrire, enfin, c'est ce que je me suis dit au bout de ton roman, c'est que c'est vraiment prendre un risque, en fait. Et c'est oser prendre un risque. Enfin, il y a quelque chose d'incroyablement inconscient à aller s'exposer, sortir un livre et se dire que ça en vaut la peine et se dire que qu'on va œuvrer pendant 2 ans, 3 ans à quelque chose qui sortira pas forcément, que les gens comprendront pas forcément. Et là, vraiment, il y a eu au bout de ce roman, le final est merveilleux parce que je me suis dit, c'est le moment où elle se dit, je m'en fous, j'y vais. C'est ça. Ouais. En fait, c'est pas je m'en fous, c'est que je peux pas faire autrement. C'est-à-dire que je peux pas réfréner c'était quelque chose qui est sorti. Et donc, comme c'est quelque chose qui sort, soit je dis, enfin, je pense que dans ma vie, je me suis souvent tue. Et là, j'ai plus envie de ça maintenant. À l'heure actuelle, j'ai plus envie de me taire, j'ai envie de vivre tout simplement et envie d'écrire aussi. Et ça jaillit. Et comme ça jaillit, bah, enfin, ce serait terrible de dire, bah non, je vais effacer ça parce que ça peut-être ça ne colle pas ou ça colle en fait. C'est pas, déjà, on peut pas savoir. Enfin, on peut pas écrire en se disant, je vais écrire ceci pour tel ou tel lectorat. Tu peux pas écrire ça. Enfin, si, il y a des personnes qui le font, mais moi, je vois pas l'intérêt en fait de passer du temps sur une recette d'écriture. C'est pas, on fait pas, enfin, c'est pas de la cuisine avec des ingrédients avec 200 grammes de farine, je sais pas, 200 grammes d'adjectifs, 300 grammes de verbes au passé simple. Enfin, on n'est pas comme ça. Donc, du C'est coup, pas des algorithmes, quoi. bah oui. Ouais. Donc, c'est vrai qu'après, David, il m'a dit que c'était quelque chose qui était audacieux, mais que c'était moi en même temps. Et donc, bah, il m'a dit, OK, bah, c'est bon, c'est super, c'est remarquable, donc on y va, go. Et, euh, et ça, c'était chouette parce que il m'a dit de poursuivre mon geste et puis à la fin, il m'a dit que le geste était beau. C'est ça, c'est comme une danse en fait. Tout le roman, je me suis dit ça en fait. Ça ressemble à une chorégraphie un peu risquée. Au début, on ne sait pas trop où ça va. Enfin, et puis finalement, ben, on danse quoi. Et on se laisse porter. Et je trouve que c'est vraiment retrouver une forme de vérité qui n'appartienne qu'à soi en fait, qui soit pas cartésienne ou scientifiquement prouvée. C'est vraiment dire sa vérité du monde et son rapport au monde. Enfin, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et je crois que ce qui est flagrant dans ce bouquin, c'est que toi, ta manière de voir le monde, c'est de voir la poésie. Peut-être, Ouais, je sais pas, mais effectivement, ce roman-là, enfin, c'est ma façon de voir le monde, tout à fait, oui, oui, oui.
C'est une forme. Alors, là encore, hein, c'est pas c'est pas une Non, autobiographie, du tout, c'est pas c'est une pas une autofiction ni rien. fiction. Je ne suis pas Apollinaire, Non. euh, je ne suis pas Lou, je ne suis pas Marie-Laurencin, je ne suis pas Florent. Mais malgré tout, en fait, tous ces personnages-là, il y a obligatoirement, je pense que tu ne peux pas non plus passer du temps, là encore, sur une écriture si tu mets, si tu mets pas en fait ta vérité, ta sincérité. C'est-à-dire qu'obligatoirement, dans l'écriture, tu as ta personnalité qui transparaît. Enfin, pour moi, peut-être qu'effectivement, d'autres personnes arrivent à écrire différemment, mais euh, dans chaque personnage que j'ai créé, obligatoirement, il y a toujours un petit peu de moi. Après, à des pourcentages différents, mais il y a toujours de moi, oui. Si Guillaume, de toute façon, je pense que si Guillaume Apollinaire m'a autant transporté, c'est qu'il a remué des choses en moi. S'il a remué des choses en moi, ça veut dire qu'il y a forcément des coïncidences entre nous. Oui. Et pareil avec Lou, pareil avec Marie-Laurencin. Et en fait, c'est vraiment enfin, c'est oui, une pluralité qui est là, enfin la pluralité que nous avons nous, qui est mise dans différents personnages. Et finalement, écrire sur Guillaume Apollinaire ou sur n'importe qui d'illustre, c'est dire que Guillaume Apollinaire, c'est moi aussi. C'est ça. Et le truc, c'est que au bout du livre, je peux vous assurer que vous aurez qu'une envie, c'est de... Vous aurez déjà le sentiment de connaître Guillaume Apollinaire comme vous l'avez jamais connu, parce qu'il vous ressemble, et parce qu'on le ressent, parce que c'est de la chair, en fait. C'est quelqu'un d'incarné. Et, euh, et je trouve que là, on sort des Lagarde et Michard, on sort de nos cours de français, on sort de tout ça. Et ça devient quelque chose d'extrêmement vivant, mais de la même manière que, comme tu disais tout à l'heure, on peut vibrer totalement en lisant l'Odyssée. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que le livre, je voulais pas faire un cours de français. Hein, c'était pas du tout. C'est Quand la je mission vois, aussi, hein, ce genre de livre. ouais, 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 mais quand je vois Guillaume Apollinaire en cours, je fais pas ça en fait. Donc non, non, là c'est vraiment deux choses à part. Il y a mon métier et puis il y a l'écriture qui. Je vais pas rester dans ma position de prof alors que l'écriture c'est mon plaisir. Alors, j'adore aussi mon métier, j'ai beaucoup de plaisir, mais j'aime bien faire des petites parenthèses. Il y a mon métier et puis il y a l'écriture. Et quand il y a l'écriture, je suis avec moi-même. Oui. Bah, écoute, je pense qu'on peut finir là, en fait. Ben voilà. Parfait. Dans l'écriture, t'es toi-même. Alors, ce que je vous propose, on n'a jamais fait ça avant, mais vous pouvez réactiver tous vos caméras si vous avez envie pour faire un au revoir, quoi. Et puis, bah, sinon, vous le faites pas, hein. C'est pas... Voilà, ils arrivent tous. Salut à tous. Bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour Sophie, bonjour Chiara. Oh, bonjour Sabine, j'avais pas vu. Ah, mais moi, je les vois pas tous. Tu les vois pas Attends, tous? non, attends. Attends, Bah, je te vois toi en grand. Hop. il y a un Yeah. truc d'affichage, tu peux mettre la galerie là. C'est bon, tu les vois? Ça y est. Voilà. Bon, bah, merci à tous. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup. Et puis, à une prochaine fois, hein. À bientôt.